Docteur, Oui, tout la ça. drépanocytose, on en parle ou pas? Bien sûr qu'on en parle. Alors, on en parlera encore lors de cette 4e édition de la campagne de la drépanocytose. Parlons-en. Restez connectés. Messieurs, mesdames, salutations et bienvenue dans cette émission où nous parlons drépanocytose. La drépanocytose, cette maladie, vous le savez, peut-être ou peut-être pas, héréditaire et génétique, qui touche un grand nombre de personnes à travers le monde, mais qui, curieusement, reste méconnue. Méconnue, oui, et c'est pourquoi est-ce que les spécialistes de la santé se sont mobilisés pour simplement mettre un terme au silence et aussi de casser les clichés. Nous recevons des spécialistes de la question, mieux des professionnels de la santé. Avec eux, nous parlons justement drépanocytose, puisque comme l'édition l'indique, mieux l'émission l'indique, la drépanocytose, parlons-en. Encore une fois de plus, bienvenue. De ce que vous nous suivez depuis là où vous êtes, en tout cas, nous parlons drépanocytose. Et pour le compte de ce numéro, je reçois 3 invités, pas de moindre. Ils sont dans des domaines beaucoup plus précis que vous ne l'imaginez. Et aujourd'hui, avec eux, nous allons devoir, en tout cas, avoir un thème spécifique, la formation continue sur la drépanocytose. Madame Ondo Ibarra, sage-femme à l'hôpital Adolphe Cissé, est avec nous. Aussi le docteur Doukaga, qui est le chef de service gynécologue, obstétricien, et bien sûr, docteur Makosso, qui se trouve au service de pédiatrie. Avec eux, nous allons devoir tout dire ou presque sur la formation continue sur la pathologie que nous appelons drépanocytose. Question d'échauffement pour nos invités. Aujourd'hui, nous voulons savoir exactement ce que c'est que, un rappel en fait, ce que c'est que la drépanocytose et comment décèle qu'il s'agit là d'une maladie qui s'appelle drépanocytose cliniquement. En commençant par Dr Makosso. Merci beaucoup pour tout ça. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, c'est une maladie du sang. Et on va dire de manière simplifiée pour que tout le monde comprenne, c'est une maladie qui se transmet des parents à l'enfant. Là, c'est une maladie assez simple à comprendre. Et cliniquement, on a des signes que tout le monde peut reconnaître. Un enfant qui a des yeux jaunes, un enfant qui a souvent des douleurs ostéo-articulaires, c'est-à-dire l'enfant se plaint souvent des douleurs osseuses, un enfant qui est transfusé à répétition. Donc, cliniquement, vous avez l'ictère qui est la coloration jaune des yeux, vous avez les douleurs ostéo-articulaires. Ce sont les signes particuliers. Et vous avez des enfants, pour ceux qui ne sont pas suivis, vous avez l'ancien phénotype qu'on avait des enfants qui ont un ventre gros, un gros ventre gros avec des petits pieds grêles et chétifs. Mais ça, on ne les retrouve plus maintenant. Docteur, justement, docteur Makosso dit qu'on ne retrouve plus ce genre de formation, encore de forme, simplement sur les patients vivant avec drépanocytose. Cela veut dire que la science évolue. Mais bien sûr que la science a réellement évolué, parce que l'introduction des médicaments spécifiques et puis la sensibilisation, surtout chez nous, les mariages qui ne se font plus comme avant, parce que il faut obligatoirement, maintenant, il faut des examens spécifiques pour établir... Avant mariage, et ça c'est très très important pour nous. À partir de là, nous connaissons évidemment la spécificité de tout ça. Mais comme elle a dit, hein, ces femmes chez nous qui viennent n'ont plus presque le caractère que nous avions avant. Apparent tout de suite lorsque l'on voit un sujet drépanocytaire. Parce que le suivi est fait déjà en amont. Et le bien-être est là parce qu'ils ont des médicaments et ils sont prévenus à tout moment sur les facteurs qui déclencheraient évidemment les signes que madame venait de citer. En termes concrets, docteur Doukaga, comment expliquez-vous cette amélioration? Hier, docteur Makosso dit que voilà, tiens, facilement on reconnaissait un patient drépanocytaire, mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Pour un blanc-bec, pour celui qui ne maîtrise pas effectivement le jargon, le vôtre, qui tout le temps on dit qu'il est assez complexe, parce que vous avez des termes scientifiques, mais en termes simples, comment expliquez-vous cette amélioration, ce développement, ce changement? Ben, je le dirais, hein, parce que je dis, c'est surtout la sensibilisation qui fait qu'on puisse évoluer, que les parents puissent connaître leur statut des enfants et qui grandissent au fur et à mesure, et aussi la prise en charge précoce de ces enfants. Parce que hier,
l'information n'était pas assez accessible dans les foyers. On ne comprenait pas ce que voulait dire la drépanocytose. Bien sûr, quand un enfant comme ça arrivait, on se disait que là, c'est l'oncle ou bien c'est parce qu'on n'avait pas marié la maman, donc il fallait rechercher vers les tradithérapeutes. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, l'information et la formation du personnel de santé, et tout le monde est là-dedans, et puis bon, voilà, et puis la prise en charge, et ce qui fait que la vie est belle aujourd'hui. Nos femmes, qu'on disait encore que ne pouvaient pas avoir des grossesses et les amener à terme, elles devaient mourir, mais elles ne meurent pas. Elles aussi, qu'on disait qu'elles ne devaient pas accoucher par voie basse, elles accouchent maintenant par voie basse. Évidemment, nous disons merci à la sensibilisation et à la technologie qui avance, évidemment. Voilà. Docteur, Madame Ondo Ibarra, avant de revenir sur Docteur Makosso, vous qui êtes sage-femme, je suis curieux, et je pense que les téléspectateurs également sont curieux, de ce que vous devriez nous partager, si expérience il y a de vécu au sein de votre domaine, de votre service. Est-ce que vous avez déjà reçu des patients drépanocytaires, et comment ça s'est passé? Comment cette expérience s'est-elle déroulée? Bon, les patientes drépanocytaires, on les reçoit, hein, mais sauf que, comme a su dire le chef de service, en fait, la prise en charge, elle est tellement faite précoce, et d'où il y a cette bonne prise en charge. On sent que cette femme-là, elle est bien suivie. Du coup, elle ne développe plus les signes que les autres présentent. Parce que lorsqu'elle est bien suivie, déjà, si une femme arrive autour de la 20e semaine, elle a déjà commencé avec les échanges transfusionnels qui a pour but d'emmener que la femme qui est enceinte SS, pour qu'elle soit AA. Donc, puisque les AA, les AS, excusez-moi, les AS ne font rarement ces signes, et bien, ces femmes-là peuvent accoucher par voie basse. Sans problème. Sans problème. Alors que hier, c'était par césarienne. Par césarienne. Et elles développaient tout le temps des crises. Elles étaient exposées à des crises vaso-occlusives. Actuellement, ce sont un peu des cas rares. Et grâce à la sensibilisation, quand ces femmes arrivent dans les CCI, il y a eu une orientation rapide. Les sages-femmes savent que toute pathologie égale gynécologue et spécialiste. Toute pathologie égale gynécologue et spécialiste. Parfait, intéressant. Cela veut dire, à vous entendre parler, Madame Ondo Ibarra, que vous avez eu une nette amélioration dans votre prise en charge, et tout de suite, j'entends formation. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Ça veut dire que hier, il y avait beaucoup de zones d'ombre, mais aujourd'hui, grâce à la formation continue, vous avez bénéficié de beaucoup d'expérience sur le terrain. Bien sûr. Expérience à partager là aussi. Comment vous jugez cette expérience sur le terrain? Bon. En faisant le comparatif entre avant et l'après. Bon, je dirais que ça a porté des fruits, hein, puisque on ne retrouve plus les anciens cas. Et actuellement, ce sont des femmes, comme j'ai dit, bien portantes, qui arrivent. Donc, on s'est dit que l'information, l'information était bien véhiculée. Donc, c'est un peu ça. Docteur Makosso, pourquoi pensez-vous qu'il est crucial de continuer à former les séminaires, les ateliers de renforcement de capacité? Pourquoi pensez-vous que cela est important dans le domaine qu'est le vôtre par rapport au personnel de santé? Par rapport au personnel de santé, cela est important. Pourquoi? Parce que ça les permet de se mettre à jour, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnels de santé qui sont sortis 4 ans, 5 ans, 6 ans sur le terrain, ils sont sur le terrain. Et ce sont ces personnels de santé-là qui deviennent comme des automates. C'est-à-dire, elles font des choses de manière automatique, il n'y a que de l'automatisme dans ce qu'elles font. Et si on ne les forme pas, s'il n'y a pas ce recyclage, on n'aura pas une évolution, on n'aura pas un avancement fait des choses. Donc, du coup, il est important que tout personnel de santé, qu'il soit infirmier, sage-femme ou médecin, se fasse former continuellement. En fait, c'est ça la formation continue. C'est-à-dire que tu as fini ta formation, ton cursus normal, tu as un diplôme, mais après ce diplôme, qu'est-ce que je fais? Je ne le garde pas à la maison, je ne reste pas à la maison en attente. Mais je dois me former continuellement parce que la science, elle évolue en fait. Tout est dynamique, ce n'est pas statique. Donc, du coup, la formation continue, elle est importante
pour renouveler certaines connaissances, pour remettre encore certaines idées en place et pour apporter un plus. Cela va contribuer au bien-être de tous nos patients. Docteur Dougaka, tout à l'heure, lorsque Madame Ondo Ibarra s'exprimait, je vous voyais acquiescer, apprécier effectivement les efforts sur le terrain. Donc, vous confirmez à partir de ce moment-là que voilà, les améliorations sont observées sur le terrain par rapport à votre domaine. Mais bien sûr que les améliorations sont là. Je salue vraiment l'engouement d'abord de notre directeur de l'hôpital qui nous permet toujours évidemment que chaque année que nous allions au fin fond de Pointe-Noire comme du Kouilou pour informer non seulement les malades, mais surtout le personnel de santé, comme l'a dit le docteur Mapusso. Vous êtes formé, vous êtes sorti de l'école paramédicale, 2 ans, 3 ans, et si vous ne vous recyclez pas, ben, c'est zéro. Vous savez qu'aujourd'hui, les amis, ça je déplore que le personnel de santé de chez nous préfère utiliser les téléphones Android pour des choses qui ne sont pas aussi essentielles, voilà, par rapport à vos compétences bien respectives. Sûr, bien sûr. Dans tous nos services, évidemment, nous avons ce moyen quand même, l'Internet qui est là, mais malheureusement, ils en profitent pas. En lieu et place de profiter de la formation à travers les Android, on est beaucoup plus sur le divertissement, etc. Et donc, c'est ce qui fait que nous parlons de chaque année de cette pathologie-là pour attirer évidemment l'attention à nos parents, mais surtout pour que nos personnels, pas seulement à l'hôpital Assissé, puisque nous le faisons de partout, j'ai dit, dans le Kouilou, dans tout Pointe-Noire, pour que nos amis puissent être au niveau, au même niveau, et puissent avoir des connaissances nouvelles. Voyez-vous, dans notre service, je le dis haut et fort, que la drépanocytaire qui arrive, en réalité, n'a plus, si vous voulez, ne se porte plus aussi mal comme avant. Parce que nous avons dit en amont aux sages-femmes que dès que vous avez une femme qui a au moins des tares, puisqu'on a éliminé, on essaie de faire de telle sorte que l'examen qui était fait, qui est le test de MEL, ne soit plus fait dans les centres de santé. Il faut obligatoirement demander l'électrophorèse. Qu'on demande si cela n'a pas été fait avant le mariage, mais quand on est en grossesse, il faut faire l'électrophorèse. C'est ça qui va nous indiquer que notre femme... Très important. Très, très important, que cette femme-là, elle est drépanocytaire. Et c'est de là où on va se dire, elle est homozygote ou elle est hétérozygote. Pardon. Et puis de là aussi, les hétérozygotes, attention, il y en a de celles qui sont un peu considérées comme majeures, qui ont un pourcentage supérieur à 30. Celles-là vont faire la maladie comme la femme homozygote. Et donc, nous demandons, dès que vous avez ces femmes-là enceintes, il faut les amener, il faut les orienter vers les sages, comme Madame Ondo Ibarra l'a dit, vers un gynéco. Mais le gynéco ne va pas suivre cette femme-là seule. Il faut l'hématologue. Nous avons à Pointe-Noire maintenant au moins 2, je crois, qui sont là et qui nous aident à amener ces femmes-là jusqu'à la fin pour leur bien-être, pour les bébés. J'aime bien cette expression, cher au docteur Onzoto, qui dit, eh ben, à partir du moment où vous créez ce qu'elle appelle souvent une chaîne pluridisciplinaire. Bien sûr. Chaque spécialiste de la question vient autour du patient drépanocytaire pour apporter de ce qu'il faut pour que le patient se sente en forme. Nous sommes à l'école du savoir, docteur Dougaka. Tout à l'heure, vous disiez, c'était intéressant ce que vous disiez, que voilà, tiens, grâce à vos équipes, n'est-ce pas, du grand centre hospitalier, on va dire, de Pointe-Noire, plusieurs docteurs sont en train de faire des pieds et des mains pour apporter effectivement de la connaissance à l'extérieur. Il y a une chose que je voudrais savoir, donc la question est la suivante. Il y a l'examen qui a été fait, le résultat est connu, la personne ou le patient est déclaré drépanocytaire, AS ou SS, ça qu'importe. En ce moment, comment vous, en tant que spécialiste, préparez-vous à passer l'information, à dire aux patients qu'effectivement, voici ce qu'il y a comme problème. Votre problème, vous êtes la transmission de l'information. Est-ce que vous avez des armes assez solides pour transmettre cette information? Mais bien sûr. Lesquelles sont-elles? Déjà,
l'examen qui est fait est pour nous une arme très importante. Déjà, ça détermine le statut, évidemment, de la femme. Et c'est de là où nous parlons un peu, s'il faut dire un peu à des gens ou à ceux qui connaissent un peu les lois de Mendel, se dit, attention, madame, votre statut est celui-là, et de là, vous pourriez faire ceci ou développer telle pathologie. Voilà. Moi, c'est cette communication-là. Évidemment. C'est là, justement. Oui. C'est pas... En fait, je me mets à la place du patient. Oui. N'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne connais pas ma situation, n'est-ce pas? Et je suis face à vous, bien sûr, docteur Doukaga. Oui. Et vous me dites ça, comment vous arrivez à me maîtriser par rapport à ma panique, parce que c'est assez scandaleux à la première information. Ah non, c'est pas scandaleux, le mot il est très fort. Il est fort, vous pensez? Il est très fort. Parce que c'est ce qui se passe dans la société en fait. Oui. Je n'ai pas fait des recherches, mais il y a un grand nombre de pourcentages qui se dit en forme, sain, tout va très bien. Oui. Je ne suis pas malade et généralement, je pense que tout à l'heure, nous avons reçu un témoignage. Généralement, c'est nous les hommes qui disons je suis en forme et là où vient les scissions dans les mariages et compagnie. Très bien. Bon, je fais mon examen. Bien sûr. Je suis sûr que tout va très bien. Et vous, spécialistes, vous m'apportez une information comme quoi je suis drépanocytaire. Voilà. Il y a de quoi dire non, docteur, non, c'est faux, non. Moi, c'est là, en fait, c'est la situation que vous vivez en ce moment-là. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme vous le dites, c'est pas un drame. C'est pas un drame, bon, c'est vrai. Vous êtes drépanocytaire. Mais à ce moment-là, nous allons expliquer aussi simplement par les mots, en se disant que la drépanocytose, il faut le savoir, vous êtes soit hétérozygote, c'est qu'on appelait partiel, ou soit vous êtes homozygote. Si vous êtes hétérozygote, ce n'est pas un problème pour vous. Très bien. En réalité, ce n'est pas un problème. Vous ne ferez pas la maladie, vous ne serez pas comme une personne que Mme Makosso a citée là. Mais je dis attention, parce que quand vous faites cet examen, nous, on regarde bien le pourcentage qu'il y a du S, qui est l'élément majeur de la maladie, et du A, qui est la norme. De ce pourcentage-là va nous définir, évidemment, si vous êtes partiel, aussi partiel que ça, ou vous êtes partiel un peu proche de la personne qui est totale. C'est de là. Si vous êtes partiel, il n'y a pas de problème. Vous ne ferez pas la maladie. Mais c'est quand vous êtes total, avec les facteurs de risque, la chaleur, la fraîcheur, tout ça là, peut conduire que vous puissiez faire la maladie. Mais ce n'est pas fatal, puisque aujourd'hui, avec la science qui évolue, très bien, avec les méthodes aussi scientifiques, comme l'a dit madame, les échanges transfusionnels, nous amènent de telle sorte que vous qui étiez considéré comme homozygote, comme maladie grave chez vous, vous serez transformé comme moi. On ne peut plus s'inquiéter comme hier. Voilà. Et avec les médicaments qu'on donne, on ne va plus s'inquiéter. En vous expliquant aussi quel est votre mode de vie, ainsi de suite. Et ça améliore les mesures à respecter par rapport à l'environnement. Voilà. Et ça fait que ces patientes-là qui avaient peur de mourir avant 18 ans, comme on le disait, aujourd'hui, elles ont les mêmes âges que nous. Elles font les mêmes choses, le sport, ainsi de suite. Voilà. Intéressant, c'est ce que je voulais, en tout cas, je voulais tirer les verres du nez au docteur afin que plusieurs qui sont à la maison, qui restent encore assez sceptiques sur la maladie, comprennent qu'aujourd'hui, on peut vivre avec et atteindre à 70 ans, pourquoi pas beaucoup plus. Madame Ondo Ibarra, vous êtes la sage-femme qui avait reçu la formation. Je voudrais savoir quels ont été les différents modules de cette formation. Bon, concernant les modules, je pourrais dire qu'il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Comme quoi, par exemple? Bon, il y avait d'abord le counseling. Le counseling? Le counseling, en fait, quand on reçoit ces dames, comme a su dire le docteur, et comment entretenir ces femmes. Voilà, c'est ce qu'on appelle par le counseling. Donc, une bonne communication
pour les ramener à la raison. Donc, créer le dialogue entre Voilà, accompagnement psychologique. Tu vois, un accompagnement psychologique parce que c'était vraiment l'état de la femme qui est d'abord prioritaire. Dévasté. Voilà. Donc, on va stabiliser la psychologie de la dame. Et puis, quand je dis counseling, il faut aussi voir le mari, faire comprendre au mari. Parce qu'il y a des fois, on est confronté à des couples lorsque le mari est AA, mais la femme est AS. Et du coup, disons qu'il y a un problème de relâchement émotionnel. Du coup, le conjoint cherche je trouve des vasés moyens, comment... Ah ben c'est intéressant ce que vous dites, un relâchement émotionnel par rapport au monsieur, parce que toutefois, il peut lui arriver de dire, bon, à un moment donné... il y a la famille, il y a la pression de la famille du côté... Ils sont la trahison, alors que ça n'est pas la faute de madame. Voilà. Donc, il faut ramener ce monsieur à la raison que actuellement, avec l'amélioration des conditions économiques et de l'espérance de vie, vous pouvez avoir des enfants AA. Et pourquoi? Ou AS. Vous n'aurez pas à faire des enfants SS. Vous voyez? Donc, et puis, face à ces dames-là, il y a des mesures hygiéno-diététiques. Dire à ces dames ce qu'elles doivent manger, respecter les règles d'hygiène corporelle. Et dans l'hygiène, toujours dans le côté hygiéno, là, il y a aussi leur façon vestimentaire, qu'elles ne doivent pas s'habiller comme les autres. Actuellement, nous savons que nous, les jeunes filles, on aime bien porter les slims, les collants. Ce qui sert le corps, ce qui est voilà. Tandis que tous ces genres cette façon de vestimentaire ne leur arrange pas, ne leur avantage pas. Donc, du coup, elles doivent essayer un peu de revoir leur accoutrement, voilà. Surveiller leur alimentation, voilà. Et surtout faire extrêmement attention par rapport à leur environnement. Il y a aussi le respect disons que des règles thérapeutiques. Elle doit respecter ses rendez-vous, venir à ses rendez-vous et son traitement. Parce que souvent, ces femmes, elles prennent, disons qu'on les supplémente souvent avec de l'acide folique, qui est un comprimé, qu'elles doivent les prendre régulièrement. On doit veiller à ça. Après le succès des 3 premières éditions, la drépanocytose, parlons-en, revient pour une édition inédite, baptisée Deep Web Tour, du 1er au 30 juin 2025. Cette année, une vaste campagne médiatique sera déployée pour faire résonner la voix de lutte contre la drépanocytose au travers de l'émission La drépanocytose, parlons-en. Diffusion lundi à partir de 15h35 sur MCR TV et les vendredis à 18h sur Lux TV. Comme lors des précédentes éditions, la sensibilisation de Torin restera au cœur du projet. Lieux de culte, écoles, entreprises et les marchés seront encore une fois de plus mobilisés. Restez connectés, l'information arrive jusqu'à chez vous dès le 1er juin. Sponsor officiel, ARPCE. Voilà pourquoi il y a cette sensibilisation qui doit se faire très tôt durant entre les consultations prénatales. Dire à ces femmes-là, lorsqu'elles viennent commence, parce que nous, les Africains, on a cette tendance, surtout les Congolaises, on aime bien commencer les contacts prénataux, les soins prénataux à partir de 6 mois. 6 mois. Ce qui est déconseillé normalement. Déconseillé. Or, lorsque la femme arrive très tard, il n'y a pas cette facilité de commencer les échanges transfusionnels. Donc, elle n'aurait pas cette facilité-là d'accoucher par voie basse. D'où, elle doit venir précocement, au moins à 3 mois, à 12 semaines. Et je sais qu'à vers la 20e semaine, on peut commencer débuter là, avec les échanges. À ce moment-là, la prise en charge voilà, elle est bonne. Tout va très bien. Nickel. Ce que Madame Ibarra ou encore Ondo Ibarra dit est très intéressant. Peut-être que le docteur Ramakoso a quelques éléments additifs là-dessus. Sur la prise en charge, c'est vrai que la formation, à l'entendre parler, magnifique. C'est très bien entré. Très bon élève d'ailleurs, en passant. Alors cependant, est-ce qu'il y a des éléments additifs par rapport à ce que Madame Ondo Ibarra a dit? Bon, du côté de la femme, je ne saurais pas dire grand-chose parce que la femme, c'est au gynécologue de dire. Mais je pense que déjà la formation du côté de l'enfant, ça a porté ses fruits. Ça a vraiment porté ses fruits parce que je pense que l'année passée, c'était une formation du couple mère et enfant.
Et du côté de l'enfant, ça a vraiment porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ces mêmes enfants dans le service en fait. On a aujourd'hui beaucoup d'enfants dans la file active qui viennent pour le suivi. Et cela déjà dès la première édition. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait en pédiatrie plein d'enfants hospitalisés qui étaient des drépanocytaires non suivis, mais qu'aujourd'hui, on n'a plus ces enfants non suivis. Ils ont un suivi parfait. Et cette formation continue, je pense que ça porte ses fruits aussi dans le service parce qu'aujourd'hui, tout médecin au service de pédiatrie de l'hôpital Adolphe Cissé, c'est prendre en charge un enfant drépanocytaire. Et donc, ça fait plaisir quand vous voyez un médecin qui sort de la pédiatrie d'Adolphe Cissé dans un autre hôpital, vous prendre en charge un enfant drépanocytaire. Et ces médecins aussi, du fait qu'ils ont été formés, là où ils vont, ils se disent non, pour un enfant drépanocytaire, c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Ils apportent aussi ce qu'eux, ils ont appris. Moi, je pense que la formation continue, ça a vraiment porté ses fruits, autant auprès du patient, autant auprès de l'enfant, des agents de santé, et aussi autant auprès de la mère. Mais je crois que pour la mère, c'est le docteur. Très bien. Oui. Pour la mère, évidemment, comme l'a dit Madame la sage-femme Ando Ibarra, nous avons des résultats aujourd'hui très probants. Parce que, évidemment, le couple mère et enfant, chez nous, nous est très attaché parce que notre spécialiste en hématologie, évidemment, qui est là, nous aide de beaucoup. Nous avons une confiance que nous avons développée qui fait que chaque fois qu'il y a une femme drépanocytaire, elle est sensibilisée, elle vient et puis nous discutons de la prise en charge du début jusqu'à la fin. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas relâcher, nous devons toujours continuer parce que ceux qui sont un peu à la périphérie, parce qu'on n'a pas formé tout le monde, moi je souhaiterais que nous continuions à sensibiliser, à former les sages-femmes qui sont un peu en périphérie, qui sont dans les communautés urbaines. Ils sont comme abandonnés. Je ne dis pas abandonnés, mais puisque les spécialistes, la plupart ne sont que dans les grands centres. Donc il faut que nous puissions faire des descentes, des supervisions formatives dans les centres de santé. Et pourquoi pas aller dans les écoles surtout. C'est là-bas où nous retrouvons les jeunes filles encore qui ont besoin de ces informations-là pour que demain, avant de se marier, ils doivent d'abord évidemment faire découvrir ou savoir quel est leur statut pour qu'on ne le dise pas après que vous le saviez, ainsi de suite. C'est vrai que c'est enseigné dans notre curricula de formation au niveau des écoles, mais nous les médecins qui pratiquons cela, il faut que nous allions dans ces écoles-là pour que ces enfants-là puissent comprendre. Les sages-femmes aussi, qui sont dans les centres de santé intégrés, nous devons obligatoirement les soutenir, les aider, à faire de telle sorte que quand on découvre une femme, même si elle n'a pas encore fait l'électrophorèse, mais du fait que dans sa vie, elle était plusieurs fois transfusée, on doit déjà se poser la question, est-ce que cette femme-là n'aurait pas cet art-là? Elle doit automatiquement se dire, ça c'est une femme à risque, il faut que je puisse l'envoyer à un gynéco, et le gynéco, évidemment, fera, comme vous avez dit, ce dialogue-là, discuter, jusqu'à amener cette femme-là à faire les examens et à découvrir, évidemment, qu'elle est porteuse de cet art-là, et travailler ensemble avec les spécialistes, évidemment, de cette pathologie-là. Donc, c'est un cri de cœur que je lance pour que ça ne soit pas l'affaire de l'hôpital Assisté, il faut que ça soit l'affaire de tout le monde. C'était ma prochaine question, curieusement, vous m'avez... Bravo. Bravo. Ah, vraiment. Donc, je lance cet appel-là aux autorités pour qu'ils nous soutiennent, nous qui avons apporté un peu devant ce projet, et pour que ça soit un projet, évidemment, peut-être départemental. Parce que vous brûlez de passion, d'envie de descendre dans des coins et recoins où il y a des spécialistes de santé, mais qui n'ont pas encore effectivement ces éléments. Et cela dépendra non pas seulement de vous. Vous avez la connaissance, mais il y a aussi la logistique qui suit derrière. Et bien sûr. Voilà. Et je complète justement cet élément de réponse par cette dernière question. Est-ce qu'en interne ou encore dans des grands centres, vous avez ces personnels de santé qui jusqu'ici sont répulsifs par rapport à la proposition de la formation? Continue. Non, je ne pense pas qu'il y ait du personnel qui puisse rejeter
Je crois que cette formation-là, non. C'est accueilli à bras ouverts. Mais bien sûr, il faut notre personnel. D'abord, moi, je parle de l'hôpital Assissé. Et chaque fois que vous voyez ce nombre de médecins qu'il y a là, et chaque fois qu'il y a une formation continue, ce n'est pas seulement sur la drépanocytose, mais dans différents autres domaines également. Bien sûr, mais ils viennent toujours aussi nombreux pour acquérir évidemment les connaissances et surtout les compétences pour évidemment traiter nos patientes qui nous sont à cœur. Parce que nous sommes à l'école du savoir. J'ai besoin des micros puisque nous allons devoir tendre à nos micros, à notre public, notre chaleureux public. Les spécialistes sont là. Vous avez des questions sur la formation continue. Il y a des médecins parmi nous, il y a des infirmiers parmi nous, etc. En tout cas, à vous de poser tout type de questions relatives à la formation continue sur la drépanocytose. Je demande à Madame Akosso, qui est pédiatre, est-ce que dès la naissance de l'enfant, on peut faire l'électrophorèse plutôt? Est-ce que on peut avoir des résultats favorables qui peuvent nous orienter que l'enfant là est né drépanocytaire? Ou par les examens physiques, on peut aussitôt découvrir si l'enfant est drépanocytaire ou non? Et effectivement, dès l'accouchement, dès la naissance, on peut faire le dépistage pour poser le diagnostic biologique de la drépanocytose. Mais cliniquement, chez un nouveau-né qui vient de naître, ça ne sera pas possible. Cliniquement, il ne va pas présenter les signes de la maladie. Mais dès la naissance, dans tous les pays, la majorité des pays, bon, quand je dis la majorité des pays, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest plutôt, ça se fait déjà. Quand l'enfant naît, on fait l'examen au talon de l'enfant. C'est au talon de l'enfant que cela est fait. Mais ici, je ne sais pas si chez nous on le fait. On le fait chez nous aussi. Mais cliniquement, je n'ai pas de signe. Je ne peux pas dire que ça sera comme un enfant de 7 ans ou un enfant de 1 année. Parce que l'enfant, c'est à partir de 6 mois qu'il commence déjà à manifester le syndrome pied-main. Mais avant, il y a des enfants, effectivement, qui à 3 mois, 4 mois, on en a eu, qui présentent le syndrome pied-main, mais qui ne sont pas trop fréquents. Mais c'est à partir de 6 mois, oui, que cliniquement, tu peux avoir ces signes. Mais sur le plan biologique, on peut faire le dépistage de la drépanocytose à la naissance. Docteur, vous avez un peu complété la question? C'est bon. Non, c'est bon. J'allais tout simplement dire qu'il y avait un projet. Je crois que c'est Dr Ntiba et puis l'ISCD qui a mené ce projet. Je ne sais pas s'il était arrivé à terme où on faisait un dépistage un peu massif des enfants. On avait choisi quelques centres. Il y avait l'hôpital de base de Tiettié et le Mouissou Madeleine. Bon, évidemment, comme l'a dit le docteur Makosso, c'est au talon qu'on faisait mais les résultats, je ne les ai pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ce projet-là est. Peut-être que le docteur Ondoto prochainement nous dira. Mais bien sûr. Je voudrais savoir que faire d'un sujet porteur d'hémoglobine S à 30% avec par moment des épisodes de douleur ostéo-articulaire. Doit-on le considérer comme un sujet homozygote ou hétérozygote? Un sujet 30% S, c'est assez rare. Hein. Oui, il faut rechercher notre cause effectivement parce que 30%, je n'ai pas encore vu avec ma petite expérience et je n'ai pas encore lu ça. Il faut rechercher d'autres causes de douleur osseuse. Est-ce que c'est vraiment ostéo-articulaire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en dessous? C'est comme le disait le docteur Onzoto hier, c'est qu'il ne faut pas se jeter sur une douleur osseuse et dire immédiatement que non, c'est la drépanocytose, c'est la crise vaso-occlusive ostéo-articulaire que le malade fait. Il faut se faire des diagnostics différentiels pour tout ce qui est douleur ostéo-articulaire et après maintenant aboutir à ton diagnostic en demandant tous les bilans qu'il faut, bien sûr. Madame Ibarra, vous venez de nous dire qu'une femme enceinte, suivie d'échanges transfusionnels, passe à un moment de SSAAS. Pouvez-vous nous expliquer comment cela peut se faire? Ou bien, qu'est-ce qui se passe
pour qu'une femme drépanocytaire passe de SS à AS? En fait, c'est lors des échanges transfusionnels. Vous voyez? Puisqu'on fait l'exsanguinotransfusion. Il s'agit d'enlever le sang de la dame. Donc, le but, c'est de faire de sorte que la femme qui est ASS puisse avoir un taux élevé en AS. Est-ce que vous comprenez? Je crois que peut-être le docteur Dougaga peut compléter. Hein? Non. Le principe, c'est que c'est le sang ou c'est le pourcentage de S qui fait que les globules rouges là, qui sont formés, là, qui fait que le torrent sanguin ne soit pas bon. Le principe, c'est de diminuer tant soit peu pour que cette personne-là qui est homozygote puisse considérer comme un sujet AS, en lui enlevant évidemment une grande quantité de ces globules rouges-là qui sont falciformés, en lui mettant dans le torrent évidemment du sang A. Et en ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il devient automatiquement AA jusqu'à la fin de sa vie, non. Non. C'est pour faire de telle sorte que pendant sa grossesse ou pendant l'accouchement, qu'on puisse diminuer les complications pour qu'elle redevienne comme une personne normale et puis accouche comme si elle était normalement AA. C'est ça le principe. Voilà. Aussi simplement, si j'ai bien dit. Voilà. Docteur Dougaga, si je me tiens à votre réponse là-dessus, je voudrais savoir, donc l'échange transfusionnel est obligatoire chez la femme drépanocytaire enceinte. Il est obligatoirement nécessaire de faire l'échange, même si cette femme ne présente pas de crise vaso-occlusive habituellement. Évidemment. C'est-à-dire que pour nous, pour que cette femme-là soit bien suivie, comme vous l'avez dit, hein, pour diminuer évidemment les complications, surtout pour faire de telle sorte que, parce que hier, toutes ces femmes-là n'accouchaient que par césarienne. C'était que tu es une femme drépanocytaire homozygote, mais on prépare ton accouchement. Dès la 36e semaine, 37e semaine, on se dit, il faut que tu accouches par césarienne. Or, aujourd'hui, avec cette technique-là, nous amenons ces femmes-là à être comme une femme normale et qui bénéficieraient évidemment des mêmes conditions pour qu'elle accouche par voie basse. Et donc, il est nécessaire que ces femmes-là puissent bénéficier évidemment de ces échanges transfusionnels-là pour qu'elles arrivent évidemment à être comme vous, comme Madame Andoïbara. C'est ça. Merci, docteur. Je veux savoir, docteur Makosso, s'il vous plaît, est-ce que la numération formule s'engage chez un nouveau-né de la maman drépanocytaire? Les résultats peuvent nous conduire aussi à déterminer si l'enfant pourra être aussi drépanocytaire total. Un nouveau-né de mère drépanocytaire, déjà, le nouveau-né en temps normal naît avec des hémoglobines qui sont élevées. Ils ont une polyglobulie en fait. L'hémoglobine est élevée. Maintenant, si j'ai une numération où j'ai l'hémoglobine qui est basse chez un nouveau-né, il faut rechercher d'abord pourquoi elle a cette hémoglobine basse. Parce que même si la mère elle est drépanocytaire et que, je vais prendre un terme que les gynécologues n'arrivent plus, s'il fait par exemple un hématome, hein, un hématome important, la maman, alors que l'enfant est encore dans son sein, l'enfant aura une anémie. Ça ne veut pas dire que c'est parce que la mère est drépanocytaire. Et si aussi cet enfant, ce sont des jumeaux, où il y a eu le syndrome du transfusé-transfuseur, il y aura un qui aura une anémie, même si la mère elle est drépanocytaire. Donc, je ne sais pas, peut-être que l'hématologue pourrait nous dire un jour plus, mais avec mon expérience, avec ce que je sais, avec une simple numération, c'est un enfant d'une mère drépanocytaire, et ça, ce n'est pas déjà une particularité parce que, comme l'a dit le docteur Dougaga, c'est que ce sont des femmes aujourd'hui qui accouchent comme tout le monde avec les échanges transfusionnels qui se font. Donc, avec une numération simple, on ne peut pas dire que celui-là est né d'une mère drépanocytaire et qu'il est drépanocytaire. Monsieur, mesdames,
Merci. Merci. Merci à vous aussi. Sensibilisons, formons, continuons à former. Là est le leitmotiv, effectivement, de cette édition, mais surtout de cette bellissime équipe. Messieurs, mesdames, l'objectif, il est connu, c'est briser, mieux casser le silence afin de laisser place à la connaissance. On se retrouve au cours de notre prochaine production. D'ici là, à très bientôt. Merci.